Aujourd'hui, on va explorer une dimension complètement cachée de l'histoire, un monde de sensations qui va bien au-delà de ce qu'on peut simplement voir. Quand on pense à l'archéologie, l'image qui vient à l'esprit, c'est souvent ça. Des ruines, des artefacts, bref, des vestiges qu'on observe. Notre perception du passé, elle est avant tout visuelle. On regarde un site comme Stonehenge et on essaye de reconstituer une histoire à partir de ce qui reste sous nos yeux. Mais voilà la question. Et si ces pierres, si ces murs, si ces paysages avaient une voix? Et si les rituels, la vie de tous les jours de nos ancêtres, avaient laissé une sorte d'empreinte sonore qu'on pourrait redécouvrir? C'est cette question absolument fascinante qui est au cœur de notre exploration. Pour y répondre, il ne suffit pas de rêver, bien sûr. Il existe en fait tout un domaine scientifique qui est consacré à cette quête des sons perdus. Et ce domaine, ça s'appelle l'archéoacoustique. L'idée, elle est à la fois super simple et en même temps révolutionnaire. On utilise les outils de la science acoustique pour comprendre comment le son était perçu et peut-être même utilisé dans les temps anciens. Il ne s'agit plus seulement de regarder le passé, il s'agit littéralement de lui tendre l'oreille. Et c'est un domaine d'une complexité folle. Pour écouter le passé, un archéologue seul ne suffit pas. Il faut des physiciens, des spécialistes en acoustique, des experts des traditions musicales, des ingénieurs pour faire des simulations informatiques, des historiens. C'est un vrai travail d'équipe, à travers les disciplines, pour essayer de reconstituer ce monde sonore qui a disparu. Bon, pour commencer, allons dans un des lieux les plus mystérieux et les plus anciens qui existent, les grottes préhistoriques d'Europe. Les toutes premières recherches en archéoacoustique ont révélé quelque chose de stupéfiant. En fait, le choix des endroits pour les peintures rupestres n'était pas du tout laissé au hasard. Il était guidé par l'oreille, tout autant que par l'œil. Ce chiffre, il est juste incroyable. Dans de nombreuses grottes, les chercheurs ont découvert une corrélation de 99% entre l'emplacement de points rouges peints sur les parois et les endroits où la résonance sonore est maximale. Ces points servaient en quelque sorte de carte sonore pour guider les gens vers les lieux acoustiquement les plus puissants de la grotte. Mais la découverte la plus évocatrice, la plus parlante, c'est peut-être un phénomène qu'on a appelé l'effet bison. Et c'est là que ça devient fou. En émettant des sons avec la voix dans certaines niches bien précises, eh bien le son est amplifié et transformé par la grotte au point d'imiter le cri des animaux qui sont peints juste à côté. On imagine à peine la puissance d'un rituel chamanique où la voix humaine pouvait, littéralement, faire rugir les bisons dessinés sur la roche. Allez, on quitte le sous-sol de l'Europe préhistorique. On change de continent, direction les temples des Andes, pour voir comment le son a été intégré à l'architecture elle-même pour créer des expériences psychologiques vraiment puissantes. Le site de Chavin de Guantar au Pérou, c'était un centre religieux hyper important. Sous ces temples massifs, il y a tout un réseau complexe de galeries en pierre. C'était un lieu de rituels intenses qui impliquait sûrement des substances hallucinogènes. Et c'est la découverte de 20 trompettes en coquillage, les putus, qui nous a donné un indice majeur sur la bande-son de ces cérémonies. On peut essayer de reconstituer l'expérience. Les participants, après avoir vu des sculptures de transformation et probablement consommé des psychotropes, étaient conduits dans ce labyrinthe sombre. Et là, le son commençait. Le son ultra puissant et impossible à localiser des pututus, qui semblaient venir des murs eux-mêmes. Ça devait créer une désorientation et une surcharge sensorielle totale. Et là, on voit bien toute l'ingénierie qu'il y avait derrière. D'un côté, le son. Le son des pututus était incroyablement fort. Dans le labyrinthe, les échos rendaient la source du son impossible à trouver. De l'autre côté, le cerveau. Des études ont montré que les basses fréquences de ces instruments, autour de 110 Hz, ont un effet direct sur notre cerveau. Ça diminue l'activité liée à la logique et ça stimule celle liée à l'émotionnel. C'était une manipulation délibérée de la perception humaine. Bon, ces exemples sont vraiment très forts. Mais en science, une belle histoire ne suffit pas. Une hypothèse, ça doit être testé, et parfois, les résultats nous forcent à nuancer un peu les choses. La question se pose donc, cette corrélation spectaculaire entre l'art et le son qu'on a vu en Europe, est-ce que c'est une règle universelle? Pour le savoir, des chercheurs se sont tournés vers un autre continent, une autre tradition artistique, l'art rupestre du peuple Son, dans les montagnes du Maloti Drakensberg, en Afrique du Sud. Ils ont mené une étude très systématique, en mesurant l'acoustique de 27 abris sous roche, pour voir si le modèle européen se confirmait là-bas aussi. Et là, surprise, le résultat est tout autre. Contrairement aux grottes européennes, il n'y avait pas de corrélation systématique entre les lieux les plus peints et les propriétés acoustiques les plus remarquables. La relation existait, oui, mais dans certains cas seulement. Ce n'était pas un modèle généralisé. La conclusion est donc plus subtile.
Pour le peuple San, la spiritualité du paysage, leur vision du monde, tout ça semblait guider leurs mains plus que les échos des rochers. C'est un rappel crucial, chaque culture est unique. Il n'y a pas de règle universelle pour comprendre le passé. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pourquoi est-ce que c'est si important d'essayer d'écouter le passé? Cette citation, elle résume parfaitement l'idée centrale. Les peuples anciens ne vivaient pas dans un monde qui était purement visuel. L'architecture, qu'elle soit naturelle comme une grotte ou construite comme un temple, était conçue et vécue avec tous les sens. C'est vraiment ça le point crucial. L'étude du son, ça enrichit notre compréhension de l'histoire de manière fondamentale. Ça nous rapproche d'une expérience plus humaine, plus complète de ce que ça pouvait être de vivre dans ces mondes disparus. On ne fait plus que regarder des objets, on commence à ressentir des ambiances. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. L'archéoacoustique est un domaine encore très jeune. En continuant à tendre l'oreille vers le passé, quelles autres histoires, quelles autres émotions, quels autres secrets les pierres pourraient-elles encore nous murmurer ?